remettre un tout petit peu de contexte, moi, je suis Mathilde et je travaille au pôle mécénat d'Extia, donc à la coordination des projets qu'on fait en collaboration avec plein d'associations différentes. Et en parallèle de ça, je suis une des leads de la comète Feel Good, ce qui me permet d'organiser avec beaucoup de plaisir des temps d'échange comme celui de ce soir et sur des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. J'ai une double vie de randonneuse aguerrie et je suis très adepte de découvrir d'autres modes de voyage. Moi aussi, j'ai eu un petit peu une période de disruptive et de prise de conscience par rapport à l'impact de mes voyages et à la manière dont j'avais envie de voyager et de partir à l'aventure. Et donc, j'avais envie de pouvoir échanger avec toi, Nina, sur ce thème-là. Donc Nina, c'est la créatrice, la fondatrice du média Green Up. On a eu la chance de se rencontrer justement pendant un voyage à vélo, donc ça, et qui reste encore un très bon souvenir pour moi. Et aujourd'hui, on va aborder plein de sujets différents autour du thème du voyage, qui a avec la vocation d'inspirer, plus que culpabiliser, comparer, etc. L'objectif, et Nina, tu le diras sûrement encore mieux que moi, mais voilà, c'est vraiment pour moi de transformer notre imaginaire du voyage, parce que on s'aperçoit vite que c'est qu'une question de perspective. Donc aujourd'hui, on va en apporter peut-être une différente que celle que vous avez l'habitude de faire, ou pas d'ailleurs. Et on va pouvoir même d'ailleurs échanger sur tous les thèmes que ça touche. Nina, tu as plusieurs sujets de prédilection, pas seulement l'écologie. Je te laisserai la parole pour présenter ça un petit peu plus. Et peut-être en dire un petit peu plus sur voilà, le début de ton parcours et du sujet qu'on va aborder avant qu'on aille un petit peu plus en profondeur. Ouais, merci beaucoup Mathilde pour la présentation. Enchantée à toutes et à tous. Donc moi c'est Nina. Comme l'a dit Mathilde, j'ai fondé le média Green Up, qui est un média qui pousse les citoyens et citoyennes à l'action sur les questions à la fois climatiques, mais aussi les questions sociétales, parce qu'on verra les deux thèmes sont très liés. Et c'est pour ça que je prenais le temps de regarder ce que vous avez répondu sur les questions. Peut-être qu'on peut déjà débriefer sur ça, Mathilde, très rapidement avant que, bien sûr. Let's go. J'en dise un petit peu plus. Donc la première question, c'était combien de fois prenez-vous l'avion par an? Ce qui va être vraiment en lien avec ce qu'on va voir sur tout le reste du temps. Donc vous avez été pour l'instant 42% à dire entre 2 et 5 allers-retours par an, 33% à dire jamais, à répondre jamais, 25% à dire un aller-retour par an et plus de 0%, vous êtes 0 à faire 5 allers-retours par an. Donc très sympa comme petit sondage pour voir où est-ce qu'on se place. Comme tu le disais, Mathilde, c'est pas du tout pour juger qui que ce soit. Mais moi, si je reprends un petit peu mon parcours, il y a 4 ans, donc je lançais le média Green Up, et c'est là où justement je me suis beaucoup sensibilisée via mon mémoire de fin d'études, où j'étais en marketing, et pendant les 5 ans de mes études, on nous a répété qu'il fallait produire, créer des besoins, créer des désirs. Et ça, c'était sans trop prendre en compte justement ces questions climatiques et sociétales. Et petit à petit, avec mes stages, j'ai compris qu'il y avait justement une urgence, parce que je me suis un petit peu attirée au milieu associatif, et tous mes collègues me disaient mais c'est plus possible de prendre l'avion, et moi j'étais là mais je ne vois pas le rapport. Et donc c'est pour ça que je me suis attardée sur ce sujet de la crise climatique pendant mon mémoire, qui est tombé excusez-moi, je reçois un appel en même temps. J'espère que ça va pas casser la visio. C'est bon. Donc j'en étais au Covid, donc c'était vraiment pile à ce moment-là où on était enfermés. Et moi, j'étais vraiment la tête dans les rapports du GIEC, les rapports du
au Conseil du climat. Et j'étais là, bon, c'est plus possible en fait de faire l'autruche sur plein de sujets, notamment sur l'avion. Et c'est pour ça que, en fait, je tiens vraiment à dire qu'il n'y a pas de jugement à faire si actuellement vous prenez encore l'avion et que c'est encore un gros sujet pour vous, parce qu'en fait, c'est super dur de déconstruire ce sujet-là. On nous pousse encore beaucoup à prendre ce moyen de transport qui est encore un moyen de transport stylé pour la plupart des gens. Donc, merci d'avoir répondu de manière honnête à ce sondage-là. Et donc voilà, ça a été vraiment le déclic pour créer le média. Et je dirais que la première chose où vraiment je me suis lancée sur ce sujet du voyage, c'était parce que on en parlait, Mathilde, mais j'ai calculé mon empreinte carbone, on va dire vraiment au tout début, au moment où j'ai vraiment pris conscience des choses avec les différents rapports que je lisais. Et quand j'ai vu que le secteur qui prenait le plus de place dans mon empreinte carbone était l'avion, je me suis dit, bon, ça, c'est le premier truc qui va dégager. Après, il y a plein de choses qui ont évolué dans ma transition, mais c'était vraiment le premier point qui était très, très dur c'était vraiment un deuil pour moi. Et en fait, c'était dur au début, mais j'ai trouvé au fur et à mesure du temps plein d'alternatives assez positives, même très, très positives, qui me rendent vraiment très heureuse aujourd'hui. Donc, je suis hyper contente de les partager avec vous aujourd'hui. Ah bah super. Bah, j'apprécie, je pense ton honnêteté, elle est très agréable. Le mot deuil que tu as employé, je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans, ou en tout cas arrêter de concevoir le mythe comme quoi c'est facile de renoncer à quelque chose qui nous fait plaisir, c'est facile de renoncer à une manière de faire qu'on a toujours fait, c'est facile de renoncer à ce que font peut-être nos proches. Donc avoir ce regard honnête de savoir que non, c'est pas toujours facile, c'est un petit deuil aussi, et bien c'est très agréable. Donc merci pour ton honnêteté. Avant qu'on passe à la suite, moi j'ai une petite question à te poser, c'est justement par rapport à la vocation de ton média. Donc tu l'as créé. Moi la question que j'ai te poser, c'est pourquoi? En tout cas, il y a 4 ans, quand je l'ai créé, c'était vraiment ce sentiment où je me sentais super seule face à ce constat. Ma famille comprenait pas pourquoi je pétais un câble avec le climat alors qu'on était en crise sanitaire. Et moi, je mangeais climat, je me réveillais climat. Enfin, vraiment, c'était vraiment une obsession, parce que quand tu connais les chiffres et quand tu sais, justement, c'est ce que je mettais sur cette slide, il faut qu'on soit à 2 tonnes de CO2 et qu'un Français moyen est à 10 tonnes. Et moi, j'étais à 10 tonnes à ce moment-là quand j'ai calculé mon empreinte carbone. J'étais là, mais comment est-ce qu'on peut continuer à vivre sans avoir les infos? Et c'était surtout ça, c'était me dire, OK, moi, il y a 1 an, j'étais exactement dans cette situation que je savais pas. Donc, j'avais le droit d'agir comme ça si je savais pas, mais maintenant que je sais, je peux plus agir comme ça, c'est pas possible. En tout cas, niveau éthique, pour moi, ça passait plus. Et du coup, je me suis dit, c'est mon rôle maintenant, et c'est surtout quelque chose que je sais faire et que j'aime faire, communiquer, vu que c'était un peu mes études de base. Et donc, du coup, je me suis dit, ça va être mon projet, quoi. Et du coup, après ce fameux mémoire, je me suis dédiée 100% à ça. J'ai continué le média et maintenant, je travaille à fond là-dedans. J'accompagne des entreprises sur ces thématiques. Je forme des élèves dans les écoles. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un peu mon but, quoi. Enfin, c'est hyper important de le décliner sur tous les secteurs de ma vie. Donc, voilà, j'essaye de participer à mon échelle à cette sensibilité. Tu te sens vraiment actrice aussi, du coup. Ouais, carrément. Pleinement actrice. Génial, merci pour ta réponse. Pour revenir, du coup, là, on regardait le petit graphique. On s'aperçoit à quel point les transports, notamment l'avion, la pondération que ça a. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que dans notre société, le moyen de transport de l'avion soit autant banalisé ou soit aussi accessible, ne serait-ce que financièrement, pour tous? Il y a beaucoup de À prendre avec des pincettes, hein, mais Ouais, bien sûr. mais moi, en étant une grande adepte du train, c'est parfois frustrant de regarder les prix qu'on paye pour des billets de train qui nous emmènent quelque part en France, Ouais. par rapport à un billet d'avion. Donc, Ouais.
C'est ça. C'est toujours la grande question qu'on se pose où c'est super frustrant. Et effectivement, le train est encore très cher et justement, il y a plein de mesures à mettre en place là-dessus pour que ça change. Mais déjà, pour mettre un peu de contexte et avoir quelques chiffres en tête, on est bien sûr très privilégié quand on prend l'avion. Il n'y a que 10% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion. Et on se rend compte que même si le low cost a vraiment permis à plein de gens qui n'avaient pas les moyens de partir loin, de voyager, on se rend compte quand même que la plupart des gens qui prennent l'avion sont des personnes qui ont un revenu assez haut, donc qui, voilà, plutôt des personnes riches. Et ces personnes-là, donc, on dit qu'il y a 1% de la population mondiale qui est responsable de 50% des émissions du secteur de l'aérien. Donc, ça, voilà, ça représente quand même une idée qu'on se fait qui est que c'est pas tout le monde qui a accès à l'avion, même si certains lobbies essayent de nous faire croire le contraire. Et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est pas beaucoup de monde qui l'utilise, ce fameux avion, ça reste quand même énormément de vols et c'est beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Ça contribue à 5% du réchauffement climatique dans le monde. Et donc, je vous parlais des 2 tonnes qu'on est censé ne pas dépasser pour rester dans les accords de Paris. Donc, les accords de Paris, je pense que vous êtes déjà un petit peu au courant de ce que c'est, mais en gros, voilà, c'est notre cap pour rester dans un monde viable, on va dire ça comme ça. Et en fait, on les dépasse rien qu'avec un vol aller-retour pour aller à New York. Si on veut aller à Bali, c'est 3 tonnes. Donc voilà, ça donne une idée un peu de ce que c'est. On peut être 100% zéro déchet toute l'année et prendre un vol Paris-New York. Et voilà, ça nous fait déjà dépasser la limite qu'on ne devrait pas dépasser normalement. Donc, c'est, je trouve, un peu dommage, surtout quand il y a plein d'autres alternatives. Donc, voilà un peu pour remettre du contexte là-dessus. Aussi, le fait que c'est un secteur qui évolue hyper rapidement. On peut le comparer au secteur du numérique qui double presque tous les ans. L'avion, c'est à peu près pareil. Et pour répondre à ta question, Mathilde, de pourquoi est-ce que c'est aussi démocratisé et pourquoi l'avion est si peu cher, en fait, un truc de fou, mais c'est que l'avion n'est pas taxé. Genre le carburant qu'on met dans l'avion, genre le kérosène, n'est pas du tout taxé, contrairement au train où on a des taxes. On paye pour chaque ticket de train. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais on paye comme un péage, comme en voiture, et qui est assez cher. Donc voilà, c'est assez fou. Je vous remets aussi une autre slide là, si on peut juste l'afficher. Pour info, on a vraiment la grande majorité des passagers enfin les voyageurs sont là pour du loisir et pas pour des raisons familiales, ou en tout cas très peu. Et effectivement, enfin, c'est pas pour faire une échelle de qui a le droit ou qui a pas le droit, mais il faut aussi voir les priorités. Effectivement, si on a sa famille à l'autre bout du monde, c'est pas la même chose d'aller les voir que juste faire un aller-retour à New York sous 2 jours, quoi. Ouais, c'est chouette de le remettre en perspective aussi. Et aussi parce que les solutions qu'on va évoquer aujourd'hui, cette espèce de changement de paradigme qu'on va aborder, mine de rien, il va surtout affecter la partie loisir. Et je pense que vous allez voir que les aventures que Nina vit, ou en tout cas qu'elle nous partage, et cette nouvelle un peu univers qu'on peut découvrir, et dont je dois avouer je suis adepte aussi, apporte vraiment une nouvelle dimension. Et en réalité, je trouve, ça c'est à nouveau personnel, mais que ce qui peut paraître initialement comme une contrainte, de justement se dire je dois plus, ou je peux plus, ou je ne devrais plus. Donc, ce qui paraît comme une contrainte est finalement peut-être une opportunité. En tout cas, je trouve que ton chemin, Nina, le prouve. C'est aussi un petit peu mon parcours. Peut-être le vôtre aussi, ou peut-être que justement aujourd'hui sera une petite graine plantée dans votre esprit, mais on y vient. On va y venir à d'autres modes de voyage. C'était juste la petite parenthèse. Tu fais bien. J'aime beaucoup, exactement. Moi aussi, je prône beaucoup le fait que on fait pas moins, on fait pas sans, mais on essaye de réinventer quelque chose d'un peu plus positif, quoi. Tout à fait. Mais donc, avant de se focaliser pleinement sur la partie voyage, si on reste vraiment focalisé sur ce côté système aviation,
Qu'est-ce qui peut être mis en place, voilà, exactement, pour réduire ce trafic. Ouais, je voulais vous parler un petit peu de l'étude, donc merci de poser la question Mathilde, mais très récemment, il y a l'association Réseau Action Climat qui a sorti un nouveau rapport, donc celui que vous voyez là, comment réduire le trafic aérien de manière juste et efficace, et c'est super intéressant parce que là, ils ont vraiment poussé hyper loin 9 mesures hyper concrètes et hyper faisables sous 3 critères. Il y a les critères des émissions de CO2, comment est-ce qu'on peut les réduire, les critères du financement, comment est-ce qu'on peut mettre plus, enfin justement diriger l'argent qu'il y a dans l'aviation, dans le secteur ferroviaire et donc réduire le tarif ferroviaire. Et le troisième critère qui est la répartition de l'effort, donc faire en sorte que ce soit toute la population qui fasse des efforts et si possible un petit peu plus ceux qui sont plus privilégiés. Et donc les deux, je vous laisse regarder les 9 qui sont très intéressantes, qui ont été assez inspirées de la Convention citoyenne du climat pour ceux qui ont la référence, mais ils ont vraiment essayé de pousser un peu plus loin ces réflexions. Et les deux plus importantes, donc tu disais pourquoi est-ce que l'avion est toujours aussi peu cher par rapport au train, mais en fait c'est tout simplement parce que c'est pas taxé. Et donc il y avait justement une taxe Chirac, donc à l'époque où en gros, pour vous la faire courte, on payait pour des vols courte distance, c'était 2 euros de taxe. Et pour les vols longue distance, 7 euros. Donc, c'est vraiment rien du tout. Là, on veut essayer de revaloriser cette taxe, justement, où plus tu voyages, plus tu as une taxe sur ton billet qui est fixe. Pardon, c'est pas plus tu voyages, mais c'est des taxes par billet en fonction de petit ou grand courrier. Ensuite, il y a la taxe grand voyageur qui est aussi assez intéressante, qui est assez simple comme réglementation où plus tu voyages, plus tu seras taxé. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'argent qui pourra être réinvesti ailleurs dans le ferroviaire. Et enfin, plein d'autres mesures assez simples, comme interdire les jets privés. Je pense que c'est pas non plus c'est pas déconnant, si je peux le dire comme ça, mais c'est pour se donner les idées de comment est-ce que on peut avoir des solutions qui sont amenées par l'État aussi pour essayer de nous aider, nous, citoyens et citoyennes, pour faire les bons choix de mode de transport. Je trouve ça intéressant en fait de se dire qu'il y a plusieurs options possibles, qu'il y a plein d'idées. Personnellement, en fait, je suis surprise parce que après, je suis moins renseignée que toi, mais de l'extérieur, moi, j'ai la sensation que aucun de ces moyens n'est vraiment considéré ou prêt à être mis en place, ou j'ai pas l'impression que ces sujets-là avancent vraiment. Est-ce que parce que là, ce sont plus des idées, mais Ouais. est-ce que tu peux peut-être nous éclaircir sur, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment en discussion? Est-ce qu'il y a des sujets qui avancent plus que d'autres? Ou est-ce que ça reste, mine de rien, un peu une bulle où on a des idées, mais que malheureusement, il y a encore trop de bâtons dans les roues pour que ça se mette en place? C'est une très bonne question. Là-dessus, écoute, j'ai envie de dire, vu qu'on change de gouvernement tous les 4 matins et que c'est un petit peu compliqué en ce moment, savoir aussi en fait à quel point, une fois que Réseau Action Climat a sorti l'étude, à quel point est-ce que c'est poussé. Et ça, c'est pareil, en fait, il y a beaucoup de secteurs qui ont des lobbies et qui poussent leurs idées, les entreprises poussent leurs idées auprès de l'État. Nous, c'est pareil, le lobby citoyen et les lobbies associatifs doivent pousser. Donc, c'est en discussion, là, vu que il y a encore une fois un nouveau ministre de la transition écologique, nouveau ministre du transport. J'imagine qu'ils sont à fond sur aller pousser ces idées-là, mais comme tout, ça prend du temps. Mais oui, bien sûr, c'est en discussion. Enfin, ça a toujours été en discussion. Il y a plein d'idées, comme je disais, qui sont là déjà depuis la Convention citoyenne du climat, où ils ont complètement rasé. Enfin, ils ont dit oui à tout et après ils ont dit non à tout. Donc, tu vois, c'est hyper compliqué. Et pour ça, il faut qu'on soit vraiment nombreux à le demander. Et c'est pas juste parce que l'association Réseau Action Climat l'a sorti que ça va se faire maintenant. Il faut pousser aussi du côté des citoyens pour signer des pétitions et essayer de se mobiliser pour faire passer ces lois, quoi. Ok, merci pour la précision. Je pense que c'est important aussi de se rendre compte qu'on doit pas nécessairement être en attente que ces choses-là soient mises en place et qu'il y a peut-être des manières d'être un peu plus
proactif. Mais en attendant, on va revenir sur la partie plutôt personnelle, en fait, qui sont les loisirs et les voyages. Et découvrir peut-être de nouvelles manières de voyager, presque plus, ouais, avec un autre rapport au voyage. Justement, toi, peut-être tu peux nous partager qu'est-ce qui a changé dans ta manière de voyager depuis cette prise de conscience que tu as eue. Ouais, bah moi c'était un peu radical. J'ai vraiment dit, enfin suite à ma transition, avec ce mémoire-là, je me suis dit j'arrête l'avion. C'est exactement ce que tu disais. C'était très négatif. J'arrête l'avion, j'arrête la viande. Je me mets en action, je deviens activiste. Enfin c'était très tout d'un coup et du coup pour moi c'était un peu violent, mais ça m'a aussi permis de vraiment être très honnête avec moi-même sur plein de sujets d'un coup. Donc, à la fois, c'était bien et à la fois, c'était chaud. Mais pour tout ce qui est voyage, déjà, ce qui était cool, notamment suite au Covid, c'est que comme on pouvait pas trop partir loin, moi, ça m'a aidé de me dire, là, je prends mon vélo et je me casse à 3 kilomètres de chez moi et c'était trop stylé, rien que ça. Et ensuite, une fois qu'on est sorti du confinement, je me suis renseignée sur plein d'alternatives. Dont, je le dis tout de suite, mais je travaille aussi en freelance pour la Madjack et je dis pas ça parce que je travaille pour la Madjack, mais je suis vraiment tombée sur leur alternative directe. Et en fait, c'est j'allais dire une association, non, c'est une organisation qui nous pousse à partir à l'aventure, en micro-aventure, donc sur des petits séjours, sur un week-end, où on découvre des coins vraiment paumés en France. Donc, c'est vraiment pour contrer le surtourisme. Donc, j'ai découvert ça. J'ai découvert qu'il y avait plein d'autres structures que je vous présenterai après, qui nous invitent justement à découvrir des endroits trop bien en France si on ne sait pas trop par où s'y prendre, si on se dit que tout est stylé ailleurs, autre qu'en France, alors qu'en fait, on a un des pays les plus beaux du monde. Et après, je me suis lancée toute seule avec mon copain Lucas, qui lui aussi est très porté sur l'aventure bas carbone. On s'est lancé sur des aventures en train, des aventures à vélo, des aventures à pied, comme tu fais si bien, Mathilde. Et voilà, ça nous a un peu fait changer notre manière de voir le voyage, où avant on prenait un avion, on allait à une destination, on avait tout déjà d'organisé, où on prenait pas une agence de voyage, mais voilà, tout était déjà fait avec le guide du routard, et puis voilà, enfin il y avait pas tant de surprises que ça, alors que là on est vraiment sur quelque chose où c'est un peu plus roots, mais on ressort de là vraiment avec l'impression d'être parti en aventure sans avoir trop anticipé les choses, quoi. Est-ce que justement tu pourrais nous donner pour que les gens puissent se projeter un peu à l'aventure avec toi. Je suis pas sûre que ce soit très clair pour tout le monde ce à quoi ça correspond de partir, d'y prendre son vélo. C'est pas juste prendre son vélo. Nina, oui, elle prend son vélo, mais sur son vélo, il y a tout son matériel de bivouac pour pouvoir camper. Il y a tout ce qui lui permet d'être indépendante en termes de nourriture et d'eau, etc. pendant un certain temps. Il y a ce qui lui permet de s'orienter, de suivre un itinéraire qui a été tracé ou non. La possibilité de temps en temps d'être accueillie par des personnes qu'elle va rencontrer sur sa route. On parle vraiment de ce type d'aventure-là. Et je me permets de le préciser pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Donc là, j'ai parlé un petit peu de la dimension vélo. Je ne sais pas si tu voudrais peut-être nous raconter un de tes voyages à vélo, une de tes aventures en train. Je pense que ça pourrait être intéressant avant qu'on passe à la suite et peut-être même aux suggestions pour tout le monde. Mais voilà, si tu peux nous raconter une aventure, je pense que ça pourrait permettre à tout le monde de se projeter. Là, c'était une grosse aventure, le Tour de France à vélo. Peut-être que je peux introduire avec le fait qu'on a commencé à faire des voyages à vélo de manière très light. Enfin, on a fait des petites portions de véloroute où ça durait 3 jours sur la Vélodyssée, sur des véloroutes qui sont connues en France, comme la Vélo Française, la Vélodyssée, la Loire à vélo, pour ceux qui connaissent. Et on a adoré. Au début, on n'était pas du tout équipés. On avait des vélos de location. Ces vélos de location nous prêtaient des sacoches. Donc, c'est vraiment accessible pour commencer. C'est vraiment hyper chouette de faire ça sur des véloroutes connues parce que y a plein de loueurs qui peuvent vous prendre en charge et faire ce qui s'appelle des one-way. Donc, vous commencez à un endroit, vous finissez à l'autre et vous n'avez pas besoin de ramener le vélo. Donc, ça, c'est hyper cool.
Donc, on a commencé comme ça. On a adoré voir toutes nos affaires sur le vélo. C'était trop chouette. Et petit à petit, chaque année, on faisait un petit peu plus de vélo. Et à la fin, là, l'an dernier, on s'est lancé dans un Tour de France à vélo. Donc, comme vous le voyez sur la carte que j'ai présentée juste avant. Et là, on a pris 2 mois off. Donc, c'est ça qui, pour moi, est tout l'enjeu du voyage. Pour moi, c'est vraiment les micro-aventures où on n'a pas beaucoup de temps. On peut partir un peu quand on veut, quand on a du temps libre sur une journée, 2 journées. Et du voyage un peu plus long terme où là, vraiment, on essaye de se dégager du temps pour partir plus loin et plus longtemps. Donc, ça vaut… Bon, là, on est resté en France en l'occurrence, mais si j'ai envie d'aller en Asie, je prendrai plus de temps pour essayer soit d'éviter de prendre l'avion, ou alors si je prends l'avion, essayer de compenser pour y rester très longtemps et atténuer un peu justement l'impact de mon voyage. Donc voilà pour ça. Et bon, je sais même pas comment en parler de ce Tour de France tellement c'était génial. Allez voir les images si vous voulez vous imprégner un petit peu du voyage. Il y a Lucas, donc mon copain qui est à côté de moi là sur la photo, qui fait tout un reportage sur les différentes véloroutes qu'on a pris. J'ai pas mis son compte, mais je vous passerai le lien dans la conversation. C'est Slow Lulu, le nom de son compte. Et c'était vraiment génial. Et là, on était effectivement un peu plus équipés. On avait nos propres vélos. On dormait un petit peu en bivouac, un petit peu chez les gens. Donc, c'était vraiment un super moment de partage. Et c'était vraiment la définition du voyage où tu rencontres les gens. Même si c'est proche de chez toi, c'était vraiment le cas où on a beaucoup plus rencontré les gens pendant ce voyage que si on était parti au Pérou dans des circonstances, avec une agence de voyage ou autre. Donc voilà un petit peu pour vous donner un exemple de voyage. Et sinon, je suis aussi très adepte du train ou Interrail. J'ai bien poncé le site Interrail et tous les voyages qu'ils proposent. Donc ça, c'est pareil pour ceux qui connaissent pas Interrail. Donc c'est un pass qui vous donne accès à tous les trains d'Europe pendant une certaine durée que vous choisissez. Et c'est génial. Bon, c'est très accès ville, du coup, vous pouvez quand même vous échapper un petit peu dans certains coins avec des TER, mais c'est très accès ville. Et sinon, même aller à l'autre bout du monde avec le Transsibérien, c'est possible. Je l'ai pas encore testé, mais tout est… C'est dans ta liste ? Comment ? C'est dans ta liste ou pas ? Oui, c'est dans ma liste. J'aimerais trop. C'est vraiment dans mon top 3 de voyages que j'ai envie de faire. Trop bien. Mais ce que je trouve intéressant aussi avec un peu le côté micro-aventure, c'est aussi cet aspect que on peut vivre quelque chose d'intense et de très fort sans forcément tout plaquer, partir plusieurs mois et avoir vraiment une rupture avec la vie entre guillemets plus classique. Ce que je trouve vraiment génial dans cette promesse-là, c'est l'aspect accessible, aussi bien financièrement que temporellement et avec des vies normales en fait. Et je trouve que ça rend cette proposition et cette solution encore plus pertinente. En tout cas, c'est mon avis. Bien. Oui, on est une grande adepte aussi avec tous les… Parce que je pense que beaucoup de personnes qui regardent la présentation actuellement sont au courant que Mathilde part tous les week-ends à la montagne. Ah, je sais pas. En replay, je pense que tu es une des… Je connais très peu de personnes qui sont autant en vadrouille le week-end sur quand même des longues distances accessibles en train. Et comme quoi, c'est carrément faisable. Et pour moi, c'est vraiment la définition de la micro-aventure. C'est pas parce que tu es à Paris vendredi que tu peux pas t'éclater dans les hauteurs le samedi, quoi. Ouais. Du coup, petit instant d'auto-promo, je vais vous mettre ma page aussi, hein, pas oui. C'était pas spécialement le but, mais on y est. Mais c'est aussi, c'est chouette. Ouais. Génial. Est-ce qu'on a tout abordé ? On a parlé du cyclotourisme, des voyages en train, des treks. On est au micro-aventure, justement. Parfait. Tu nous parles un petit peu, la Madjack, c'est quelque chose que moi aussi je porte dans mon cœur. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés à une édition d'une Madjack, on s'est rencontrés avec Nina. Dis-nous en plus. Justement, c'est ce que je vous racontais au début quand j'essayais de trouver des alternatives au voyage loin en avion. La Madjack s'est tombée un peu dans le
dans mes premières recherches. Il y avait Chiloé aussi qui faisait des choses assez similaires, mais c'est pas exactement pareil. Et Explora Project, donc je peux vous dire un petit peu ce qu'il en est pour les personnes qui connaissent pas. Donc la matcha que je vous ai expliqué, c'est vraiment partir à l'aventure, mais des aventures un peu folles où c'est mi-festival, fiesta, terroir et sport, soit trek, soit vélo, soit paddle. Mathilde, elle a tout testé là bientôt. Elle a fait vélo, paddle. Il y a du La canoë. rando. Étonnant, mais il me manquera la rando. Chiloé, c'est une agence de voyage qui, elle, nous emmène un petit peu en plus petit comité dans des coins très sympas en France avec des guides. Donc, pareil, pour vraiment essayer d'allier aventure et voyage bas carbone. Et Explora Project qui fait globalement un petit peu la même chose, mais qui ont à cœur toutes ces alternatives à l'avion. Donc, si vous voulez pas vous lancer tout de suite tout seul ou toute seule dans des aventures comme ça, je trouve que c'est des super accompagnateurs et ça démocratise un peu ces voyages-là si vous voulez partir avec beaucoup de monde avec la Majak ou en plus petit comité avec Chiloé et Explora. Donc voilà pour ces trois-là. Après, il y a les agences de voyage un petit peu plus classiques, mais qui ont été reprises sous format écolo, avec Fairtrotter qui, là, vous organise vraiment un voyage où vous êtes tout seul, c'est pas en groupe, c'est un voyage aux petits oignons de manière la plus éthique et écologique. Chamina Voyage qui organise plein de choses en trek et en vélo sous des formats accompagnés ou liberté. Et La Trace, c'est une agence de voyage 100% vélo qui est aussi très chouette, qui vient de se lancer, que je vous recommande si vous voulez commencer le vélo. C'est très sympa ce qu'ils font. Les Others, du coup, c'est un média qui est très inspirant sur ces thématiques-là et qui a créé Recto Verso où ils ont donc c'est plein de maps qui nous invitent à découvrir la France dans tous les recoins et là ils sortent très bientôt un Recto Verso Europe donc pareil j'ai très très envie de découvrir ce qu'ils vont nous concocter là-dessus. Je sais pas Mathilde si tu fais quelques randos aussi en dehors de la France si c'est ton projet mais je pense qu'il y a avec le nouveau Recto Verso il va y avoir de quoi faire là pour Ouais. Ces deux guides-là, enfin, c'est des petits coffrets qui regroupent sous forme de petites cartes, plein d'idées d'aventures, mais de manière explicite, donc avec des itinéraires, les points de départ, le nombre de kilomètres, etc., pour qu'on puisse se projeter aussi bien en rando qu'à vélo dans toutes les régions de France et accessible par tous les moyens possibles, mais aussi bientôt, du coup, avec un nouveau format Europe dans plein de pays. Enfin, moi aussi, je me réjouis vraiment beaucoup de découvrir ce qu'ils ont préparé. Ouais, c'est un chouette média. Je continue avec les recos, notamment pour le train. Donc là, c'est à la fois des médias et des agences, entre les deux, pour nous donner des idées de voyage en train. Il y a Ourail qui fait un contenu malade, notamment sur Instagram, et qui a un site hyper poussé sur différents itinéraires et Molo, pareil, qui développe plein d'itinéraires très stylés, qui nous accompagne surtout sur la partie comment on met notre vélo dans le train et comment est-ce qu'on prend le train de nuit. Enfin, ils sont vraiment les deux. Vraiment, je vous conseille de suivre ces deux médias qui sont excellents pour moi. Enfin, je trouve le contenu est trop chouette. Et enfin, pour le matos, parce qu'on parle beaucoup du transport, mais il n'y a pas que le transport dans le voyage, il y a aussi plein d'autres thématiques. Je pense que la deuxième qui arrive en bombe derrière, c'est le matos, parce que si on achète tout neuf, bah déjà, ça coûte super cher. Et en plus de ça, bah, on connaît l'industrie du textile et des accessoires. C'est niveau éthique et niveau écologie, il y a beaucoup de choses à redire. Donc, je peux que vous encourager de prendre seconde main, surtout au début. Et il y a plein de sites très chouettes et des applications hyper cool qui proposent ça. Il y en a, enfin, ça arrive en masse là depuis quelques années, donc c'est cool. Mes petits chouchous, c'est Lumi. Je sais que tu les connais aussi, Mathilde, qui ont développé une application de fou pour se louer entre particuliers du matos. J'ai déjà testé avec justement les sacoches vélo pour voir un peu, même avec ce que je fais. Au début, j'étais équipée avec des grosses sacoches. En fait, maintenant, j'ai envie de voyager léger. Donc, je me suis dit, est-ce que j'achète direct ou est-ce que je vois comment
comment ça marche. Et du coup, je trouvais ça cool de se faire prêter les affaires avant de se lancer. Donc, Lumi propose ça pour tout. Enfin, ils font même de l'escalade. Enfin, il y a vraiment tous les sports. Everride, c'est plein de produits de seconde main, mais même des fins de stock dans les magasins pro. Et Tout Sport aussi qui fait un petit peu comme Lumi de manière différente. Enfin, ils ont tous une particularité, mais je vous invite à regarder un petit peu plus en détail. Après, il y a aussi Vinted, on peut trouver pas mal de matériel, Le Bon Coin, les bases. Je sais que c'est important de le rappeler, le matériel, on peut souvent penser que c'est un frein qui nous empêche de nous lancer. Malheureusement, je suis passée par là aussi. Donc toutes ces alternatives-là, elles sont très intéressantes, que ce soit pour nous de manière économique ou pour la planète, mais aussi, comme tu disais, pour permettre parmi tous les différents produits qui existent sur le marché, toutes les différentes tentes, toutes les différentes options, de pouvoir tester avant d'investir dans quelque chose qui convient vraiment à notre pratique. Trop. Et Dernier point. Je sais pas si c'est le dernier. Ouais, dernier ou pas dernier, je sais pas ce qui. Oui, c'est le dernier. Ouais. Dernier point pour les hébergements, parce que ça aussi, je pense que ça rentre dans le top 3 des choses qui émettent le plus de CO2 entre le transport, le matos, c'est là où on est hébergé, notamment quand on fait du ski, quand on est adepte des stations à la montagne. En fait, c'est pas tant le transport qui émet beaucoup, c'est aussi tous les hébergements qui sont mal isolés et qui émettent beaucoup de pollution à travers le chauffage et tout ce qui vient, enfin toutes les thématiques liées à ça. Et donc il y a un site un peu comme le Airbnb écolo qui s'appelle Gringo pour les voyages, qui est vraiment chouette. Ça, c'est voilà, pour moi il y a vraiment pour tous les goûts. C'est peut-être un budget qui est un peu plus conséquent parce que c'est des très belles. Bon, il y a un peu de tout, mais il y a de très belles maisons d'hôtes, il y a des logements qui sont super sympas et du coup éco-conçus avec plein de choses autour de l'hébergement durable, donc qui coûtent un peu plus cher que juste un Airbnb classique. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un peu pour tous les goûts, à la fois des hébergements écolos, il y a les tiny houses qui sont trop cool et qui sont des logements, comment on appelle ça j'ai plus le mot en tête, mais bref, c'est bas carbone. Le bivouac, vous pouvez pas faire plus bas carbone que ça, Ouais. je pense. Donc, il y a pour tous les budgets, vraiment. C'était pour vous faire un rappel que sur aussi la manière dont vous vous logez en vacances, il y a un impact. Et puis après aussi la nourriture que j'ai pas abordée, mais pareil, toujours la même chose. Si vous pouvez éviter, enfin, essayer. Encore une fois, c'est pas les bons termes que j'emploie. Il faut pas éviter, mais il faut essayer d'aller sur une alimentation un peu plus végétale et, si possible, pas suremballée et surtransformée pour votre santé aussi. Donc, il y a plein de sujets sur le voyage durable. J'espère avoir abordé le maximum de thématiques. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur quelque chose que voilà, j'ai abordé ou sur le fameux rapport de Réseau Action Climat ou autre, n'hésitez pas. On peut approfondir pendant, il me semble, le petit Oui. quart d'heure qui nous reste. Je te remercie de la part de tout le monde, Nina, pour d'être venue avec moi. J'ai vu que tout le monde était resté avec nous jusqu'à la fin, ou en tout cas jusqu'à maintenant. Donc j'imagine que c'est parce que ça vous a intéressé, que ça vous a inspiré. Voilà, n'hésitez pas à nous le mentionner dans le chat, dans les questions. Ce sera toujours un plaisir d'avoir votre petit retour. Voilà, en tout cas, moi, à titre personnel, je te remercie, Nina, d'avoir pris le temps. Mais aussi de ton engagement au quotidien, de ce que tu représentes et la manière dont tu agis de manière complètement synchro avec tes valeurs. Je trouve que c'est une belle inspiration et que ça aide à tout le monde à faire des petits pas. Et je pense qu'en réalité, la mission, le message, il est encore plus simple que ce qu'on imagine. Moi, personnellement, une des raisons qui m'a poussée à lancer ma page Instagram, c'était pas tellement de dire à tout le monde, eh bien voilà, à partir de maintenant, on prend plus l'avion, on va tous bivouaquer et faire de la rando. Ouais. C'est pas tellement contre ça que je me battais, c'était plutôt contre le week-end,
à Rome, le week-end à je sais pas où en avion, proposer une alternative à ça. Et en fait, je pense que même si on réduit tous de un voyage, on parle pas forcément de changer tout en entier du jour au lendemain, etc. Mais je pense que c'est un peu comme la question du régime végétarien ou non, ou vegan même. Si tout le monde réduisait un tout petit peu, ça a beaucoup plus d'impact que quelques personnes qui sont végétariennes. Donc c'est un peu, je sais pas à quel point tu me rejoins là-dessus, Nina, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Mais je pense que si on repart tous d'ici en se disant, OK, l'année prochaine, je fais peut-être un voyage différent, en fait, l'objectif pour moi, il est atteint. Voilà. Carrément, je te rejoins à 100%. Merci Mathilde. C'est toujours, c'est toujours bien de le rappeler que ça sert à rien de faire tout parfaitement et surtout, faut pas se dégoûter des différents gestes. Enfin, si ça vous coûte trop d'arrêter l'avion parce que vous avez l'habitude de le prendre énormément, bah, si vous réduisez déjà de la moitié, c'est énorme pour pour vous, enfin pour votre empreinte individuelle. Pareil pour l'alimentation, finalement, c'est vraiment en fonction de ce que on essaye de mettre en place. Donc, c'est vraiment petit à petit. Et ce discours-là, enfin, j'essaye toujours de l'accentuer aussi avec le fait qu'on a quand même besoin de se mettre, que c'est beau de se dire ça, mais qu'il faut aussi se rendre compte que la situation, elle est urgente et que faut pas non plus se reposer sur ses lauriers et faire l'autruche comme moi je l'ai fait pendant très longtemps avec l'avion. Donc, c'est bien de rester bienveillant avec soi-même et de pas se mettre trop de pression et de pas se dire j'arrête tout du jour au lendemain parce que globalement vous allez vous dégoûter au bout d'un an. Ça se voit avec beaucoup de monde quand on essaye de tout faire parfaitement, ça marche pas. Même dans la vie, enfin même quand on s'éloigne de l'écologie, globalement c'est souvent le cas. Mais voilà, faut aussi se rendre compte que on est tous un peu dans la panade et que les personnes qui sont directement impactés par le réchauffement climatique, c'est pas directement nous, c'est les personnes qui sont dans des pays qui sont moins développés que les nôtres et qui ont moins de solutions pour trouver des solutions. Donc, faut aussi se remettre dans ce contexte-là de justice sociale et se dire, je le fais pour moi, mais aussi pour les autres. Ouais, c'était un peu mon mot de la fin sur ce sujet.